Alors que tu dérives actuellement dans le vide cosmique à une vitesse de 30 km par seconde, tu te sens peut-être en sécurité. Mais imagine, si un grain de sable dans la paume de ta main atteignait soudainement un poids de plusieurs centaines de millions de tonnes, le sol sur lequel tu es assis se désintégrerait en atomes en une seconde. Ces étoiles mortes que nous appelons magnétars déchirent l'espace-temps avec un silence qui transperce tes os. Même la lumière y oublie son propre chemin. Les observations de l'année 2024 ont montré qu'il y a bien plus d'armes actives dans le système de coordonnées de l'univers que nous ne le pensions. On nous a toujours dit que le ciel était calme. Pourtant, les magnétars sont des prisons magnétiques si furieuses qu'une simple fissure dans leur croûte pourrait ébranler la galaxie entière. Si une secousse se produisait à 10 années-lumière de nous, toute notre histoire biologique prendrait fin avec une lumière explosant dans ta rétine. L'univers est un système d'ingénierie parfait, distant et sans émotion. Maintenant, nous allons examiner de près l'engrenage le plus dangereux de cette roue géante. On commence, partie 1. La tempête au cœur du calme. Imagine, une nuit d'été paisible, allongée au bord de la mer, tu contemples l'obscurité veloutée au-dessus de toi. Ces points brillants, qui semblent si proches que tu pourrais les toucher, paraissent suspendus là, en paix, depuis des millions d'années. Pourtant, nous savons que derrière ce profond silence se cache un mouvement qui défie notre imagination et dénoue, fil par fil, la texture de la réalité. Il est difficile de concevoir qu'un objet assez petit pour tenir dans la paume de ta main puisse effacer la mémoire d'une planète entière en un seul souffle. Pourtant, dans les profondeurs de l'univers, en ce moment même, il existe des objets qui n'occupent pas plus de place qu'un caillou, mais qui abritent la colère d'une galaxie. Et c'est là que notre histoire commence, sur cette ligne mince où l'ordinaire rencontre le cosmique. Nous, les humains, avons toujours vu le ciel comme un refuge. Pourtant, parmi ces lueurs se cachent des étoiles mortes qui ne mesurent que 12 km de large, mais qui peuvent courber la réalité. Ce sont des monstres cosmiques qui font tourbillonner le vide autour d'eux et déchirent l'espace-temps lui-même. Nous les appelons magnétars. Ce nom n'est pas seulement la fusion des mots aimant et étoile, c'est aussi le nom de l'endroit où la physique s'arrête et où le miracle commence. Alors, comment quelque chose d'aussi petit peut-il bouleverser les lois les plus puissantes de l'univers? Pour trouver la réponse, nous devons regarder au cœur d'une étoile morte bien avant son heure. Les magnétars sont le dernier cri d'étoiles massives dont la masse est 8 à 20 fois supérieure à celle de notre Soleil. Ces géantes, qui brillent pendant des millions d'années, s'effondrent sur elles-mêmes en moins d'une seconde lorsque leur carburant est épuisé. Alors que les couches externes sont projetées dans l'espace lors d'une explosion de supernova, assez brillante pour éclipser toute la galaxie, le noyau restant subit une transformation incroyable. Si le noyau est assez lourd, mais pas assez pour devenir un trou noir, une étoile à neutrons apparaît. Une boule de matière de la taille d'une ville, mais dont une cuillère à café pèse autant que le mont Everest. C'est ici qu'en 1992, deux scientifiques nommés Robert Duncan et Christopher Thompson ont posé une question qui a changé le cours de l'histoire. Et si le champ magnétique de l'étoile se comprimait également pendant cet effondrement? Selon leur théorie, lorsque le noyau qui s'effondre commence à tourner frénétiquement, comme un patineur sur glace qui ramène ses bras vers lui pour accélérer, le champ magnétique de l'étoile originale se retrouve piégé dans cet espace minuscule. Plus il se comprime, plus il se densifie. Plus il se densifie, plus il acquiert une puissance folle.
Le résultat est un magnétar. Ce n'est pas seulement une théorie, c'est une réalité vérifiée par nos mesures, portant en elle la terreur des chiffres. Le champ magnétique d'un magnétar est exactement un quadrillion de fois plus puissant que celui de la Terre. Pour donner un sens à ce chiffre, disons-le ainsi, s'il y avait un magnétar à mi-chemin entre la Terre et la Lune, il effacerait toutes les cartes de crédit, les disques durs et les données magnétiques de la planète en une seule seconde. Mais ce n'est pas la vraie question. La vraie question est celle-ci. Comment une loi de la nature peut-elle atteindre des extrêmes tels qu'elle détruit ses propres règles? Peut-être que l'univers a délibérément construit ces laboratoires extrêmes pour nous rappeler à quel point nous en savons peu. Cette puissance monumentale ne se contente pas d'effacer des données. Elle menace l'architecture atomique de la réalité. Mais, pour comprendre cela, nous devons regarder de plus près comment ces géants invisibles ont été découverts et ce qu'ils nous racontent. Pendant des années, les scientifiques ont été perplexes face à des signaux de rayons gamma étranges et répétitifs venant du ciel. Ils les ont appelés sursicteurs gamma mousse. Ces signaux étaient si puissants qu'il était impossible de leur donner un sens avec la technologie de l'époque. Duncan et Thomson ont réalisé que l'idée du magnétar, ce modèle extrême qu'ils avaient reconçu, pouvait expliquer ces signaux, la vitesse de rotation, la distribution de la masse et la tension magnétique devaient être en parfaite harmonie. C'était l'un des réglages les plus délicats de la nature. Les expériences et les observations ont confirmé leurs prédictions audacieuses. Nous avions désormais rencontré les joueurs les plus dangereux de l'univers. Et nous avons compris que ce qui se cache au cœur des magnétars n'est pas seulement un jeu de chiffres, mais un paradoxe de l'existence. D'un côté, ils sont assez puissants pour briser toutes les structures atomiques connues. De l'autre, ils abritent la matière la plus pure et la plus dense de l'univers, du fer à densité nucléaire. Deux réalités s'entrechoquent ici. À la surface d'un magnétar, la gravité est 200 milliards de fois plus forte que sur Terre. Un morceau de sucre là-bas pèserait plus que le poids total de l'humanité entière. Si tu faisais tomber une cuillère à café de cette matière sur la Terre, elle traverserait le sol comme si c'était du vide et ressortirait de l'autre côté de la planète. Alors, comment résoudre la contradiction entre ces deux données? Comment un objet peut-il être à la fois si petit et si dominant? Faisons une ascension mathématique. Pense à un aimant ordinaire. Puis, multiplie sa puissance par 1000. Ce n'est pas assez. Multiplie-la par 1 million. Non, nous sommes encore loin. Augmente-la jusqu'à un quadrillion de fois. C'est à ce moment-là que la physique cesse d'être celle que nous connaissons. Les atomes, briques élémentaires de la matière, commencent à changer de forme dans ce champ intense entourant le magnétar. Les nuages d'électrons, qui devraient être sphériques, se transforment en fines aiguilles. La chimie, à ce point, retient son souffle et capitule. Pour comprendre cela, imagine l'univers comme un arbre gigantesque. Nous sommes les feuilles, fines et délicates de cet arbre. Les lois de la physique sont les branches. Les magnétars sont l'extrémité de ces branches, une tension telle que la branche est sur le point de rompre, mais tient bon d'une certaine manière. Le magnétisme dans notre monde est comme une brise légère qui fait bouger un morceau de papier. Le magnétisme d'un magnétar, lui, est comme une tempête projetant l'océan vers le ciel. Tout comme une tempête transforme tout ce qui se trouve dans l'air en chaos, le magnétar courbe les atomes à l'intérieur du vide, selon sa propre volonté. Et maintenant, cette situation est la preuve silencieuse que nous, les humains, ne sommes pas au centre de l'univers. Nous sommes les habitants d'une oasis fragile et équilibrée, où les atomes peuvent rester sphériques et où la chimie peut fonctionner.
Les magnétars nous rappellent que l'univers n'est pas toujours hospitalier. Ils sont l'état le plus sauvage et le plus pur de la création. Avec notre regard centré sur l'humain, nous pouvons les voir comme des monstres. Mais avec un regard centré sur l'univers, ils sont simplement les expressions les plus extrêmes et les plus honnêtes de l'énergie et de la matière. Ressentir notre propre petitesse face à ces forces colossales ne nous dévalorise pas. Au contraire, cela montre quelle chance immense nous avons de pouvoir exister dans un équilibre aussi délicat au sein d'un univers aussi sauvage. Et peut-être que la vraie question est celle-ci. Pourquoi l'univers pousse-t-il ses propres limites à ce point? Maintenant, ferme les yeux. Imagine-toi à seulement quelques centaines de kilomètres de cette sphère sombre de 12 kilomètres. Là-bas, la lumière ne va pas droit. Elle se brise et se divise sous l'effet du magnétisme comme si elle traversait un cristal. Le vide n'est plus vide. Il est comme un filet vibrant tendu par des lignes de force invisibles. Là-bas, même le temps ralentit. Chaque seconde sur ta montre dure beaucoup plus longtemps pour tes proches sur Terre. La surface de cette sphère noire et parfaite est recouverte d'une croûte de fer des millions de fois plus dure que le diamant. Et les radiations qui s'en échappent sont le cri le plus brillant de la galaxie. Cette image est aussi fascinante qu'effrayante. Cette sphère sombre, tournant silencieusement là-bas, murmure en réalité l'un des plus grands secrets de l'univers. Je suis l'endroit où vos règles s'arrêtent. Notre espèce est privilégiée de pouvoir entendre et comprendre ce murmure. Parmi ces forces gigantesques, nous qui avançons seulement avec notre esprit et notre curiosité, nous sommes à la fois très petits à l'ombre de ce géant cosmique et très grands parce que nous cherchons la vérité. Après tout, nous sommes faits de la même poussière d'étoiles qui a donné naissance à ces magnétars. Ce que nous avons appris aujourd'hui, c'est que les magnétars ne sont pas seulement de puissants aimants, ce sont les expériences les plus extrêmes de l'univers. Des postes frontières où la matière, l'énergie et le temps s'entrechoquent. Les théories issues de la plume de Duncan et Thomson sont devenues aujourd'hui des flambeaux, expliquant les explosions les plus brillantes de l'espace. Cependant, cette puissance colossale que nous voyons n'est que le début de l'histoire. Car un magnétar n'est pas seulement puissant là où il se trouve, il touche au tissu même de la réalité. Alors, le magnétisme se contente-t-il de courber les atomes? Ou peut-il modifier l'espace-temps lui-même, le chemin de la lumière et même le vide du néant comme un prisme? Peut-être que le véritable pouvoir des magnétars se cache dans ce domaine invisible que nous n'avons pas encore vu. Mais pour comprendre cela, nous devons d'abord regarder comment la lumière et le vide deviennent des jouets, c'est-à-dire comment les magnétars courbent la réalité. Partie 2. La texture du néant. Nous avons toujours pensé que le vide était un silence absolu, une absence parfaite. Dans notre esprit, l'espace était un immense récipient vide qui contenait ce que nous y mettions. Cependant, la réalité ne correspond pas à cette attente simple. Dans les coins les plus reculés de l'univers, à proximité d'un magnétar, ce concept que nous appelons néant se transforme en une scène où se jouent les jeux les plus complexes, portant les charges les plus lourdes. Le vide n'est pas une absence comme nous le pensons. Au contraire, c'est une forme d'existence cachée, intacte, qui attend d'être découverte. Et, pour comprendre cela, imaginons le vide comme un océan. Cette surface qui semble plate, calme et vide quand on la regarde de loin, abrite en réalité sous elle des courants massifs, des vagues invisibles et des tempêtes. Ce que nous appelons le vide est, autour d'un magnétar, criblé de trous comme un fromage suisse. Chaque vide
est remplie d'une texture dense tissée par les doigts invisibles du magnétisme. Cette zone de quelques centaines de mètres autour d'un magnétar est la preuve de la manière dont même l'état le plus pur du vide peut devenir une matière. Ici, le néant est comme un tissu qui dévie la lumière, ralentit le temps et déchire la réalité, à tel point que, lorsque tu t'approches à 600 mètres d'un magnétar, le vide devient un obstacle. La science nous dit que lorsque le champ magnétique d'un magnétar atteint une puissance inimaginable de 10 puissance 15 Gauss, même l'espace vide se soumet à cette force. Les chiffres ne suffisent parfois pas à raconter l'histoire. Cette force est exactement un quadrillion de fois supérieure au champ magnétique de la Terre. À ce stade, le vide n'est plus un vacuum, mais se transforme en un milieu dense qui divise la lumière en deux et détruit la structure des atomes. Nous appelons cela la biréfringence du vide, c'est-à-dire ce moment étrange où le vide commence à se comporter comme un cristal. Pour comprendre comment cette toile cosmique est tissée, regardons la plus grande structure de l'univers. Les galaxies ne sont pas des grains de poussière éparpillés au hasard, elles sont reliées entre elles par des filaments ressemblant à une toile d'araignée, entourant d'immenses vides. Les magnétars sont les points nodaux les plus extrêmes à l'intérieur de cette structure de mousse géante. Notre attente est que la gravité maintienne tout ensemble. Cependant, à l'intérieur de ces immenses vides, quelque chose pousse tout vers l'extérieur. Tandis que l'énergie sombre fait grandir ces vastes espaces de l'univers comme un ballon qui gonfle, des objets comme les magnétars attirent la réalité vers eux au niveau local. Cette structure complexe a été façonnée par l'expansion de l'univers comme une mousse. Il y a des milliards d'années, alors que l'univers était encore à ses débuts, de minuscules fluctuations au niveau quantique ont semé les graines des immenses vides et des réseaux de matière d'aujourd'hui. Ces structures, témoins silencieux du passé, revêtent aujourd'hui leur forme la plus sauvage autour des magnétars. Avec le temps, les vides ont grandi et la matière a formé des points extrêmes comme les magnétars aux abords de ce gigantesque néant. L'univers que nous voyons aujourd'hui est en réalité l'histoire de ces vides immenses et des fins canaux de matière qui les relient. Alors, où en sommes-nous dans cette gigantesque architecture cosmique? Notre système solaire peut sembler être un endroit assez typique si l'on regarde la densité moyenne de l'univers. Cependant, l'existence des magnétars montre à quel point nous vivons dans une région fragile. Si la majeure partie de l'univers était composée de points aussi extrêmes, il ne resterait aucun espace où la vie, telle que nous la connaissons, pourrait respirer. Cette situation soulève la question suivante. Sommes-nous un accident chanceux à l'intérieur de cet immense vide, ou sommes-nous des observateurs créés par l'univers pour comprendre sa propre architecture? Et, si même le vide est aussi puissant, alors nous devons redéfinir ce qu'est le néant. Peut-être que le vide n'est pas le niveau le plus bas de la matière, mais le véritable squelette de l'univers. Mais tester cela n'est pas possible seulement avec des théories, mais avec les données de ces yeux géants tournés vers le ciel. Les scientifiques ont pointé leurs télescopes vers les cœurs les plus sombres de la galaxie pour résoudre ce paradoxe cosmique. Les preuves les plus concrètes de ce voyage sont cachées dans les données collectées par Hubble et d'autres télescopes géants. Lorsque les astronomes ont mesuré la vitesse à laquelle les galaxies lointaines s'éloignent de nous, ils ont vu que les chiffres se querellaient entre eux. Cette situation, connue sous le nom de crise de la constante de Hubble, est le fait que la vitesse d'expansion de l'univers sort différemment dans les mesures proches et lointaines. C'est une différence petite mais dévastatrice de 9%. Lorsque les scientifiques ont suivi la trace de cette différence, comme des détectives,
ils sont tombés sur l'effet des magnétars et des vides géants. Cet écart dans nos mesures provient peut-être d'une erreur de perspective créée par le trou cosmique dans lequel nous nous trouvons, ou d'une loi que nous connaissons mal. Cette crise crée une tension énorme dans notre esprit. Soit les lois de la physique que nous connaissons sont invalides dans ces points extrêmes, soit nous vivons dans une région spéciale, très différente du reste de l'univers. D'un point de vue statistique, après avoir passé un sigma, 5 sigma, une différence au niveau de 10 sigma n'est plus une marge d'erreur. C'est une déclaration d'impossibilité. La distorsion intense de la réalité autour des magnétars est peut-être la clé de toute cette crise de mesure. Nous devons accepter que le vide n'est pas absolu, qu'il est aussi un acteur façonné par le magnétisme et la gravité. Les statistiques nous murmurent ceci. L'univers que nous voyons n'est en réalité que la partie émergée de l'iceberg. L'espace courbé autour des magnétars est comme un micro-reflet des vides immenses dans le reste de l'univers. Si le principe cosmologique, c'est-à-dire l'hypothèse selon laquelle l'univers est le même partout, est faux, alors toute notre perception de l'univers peut s'effondrer comme un château de cartes. C'est à la fois une catastrophe et une porte de découverte géante pour un scientifique. Pour comprendre cela, imaginons l'univers comme une pâte à pain mise au four. Pendant que la pâte lève, des bulles d'air géantes se forment à l'intérieur. Ces vides déterminent la structure du pain. La matière s'accumule dans les parois minces entre ces vides. Les magnétars sont comme les grains de farine les plus petits, mais les plus durs sur ces parois minces. De la même manière qu'un minuscule frémissement dans le monde quantique jette les bases d'un vide immense dans la pâte, le champ magnétique des magnétars travaille la texture du vide comme de la dentelle. Du petit au grand, tout est lié. Et maintenant, chercher un sens à l'intérieur de ce motif immense est l'impulsion la plus ancienne de l'être humain. Cette architecture parfaite de l'univers est-elle un éparpillement aléatoire ou une symphonie géante écrite par le magnétisme et la gravité? La puissance comprimée dans ce corps de 12 km d'un magnétar est en réalité le résultat des mêmes forces qui maintiennent tout le squelette de l'univers debout. L'émerveillement que nous ressentons en regardant ce motif nous lie à l'univers tout en nous rappelant à quel point nous sommes seuls face à lui. Cette solitude cosmique apporte avec elle une vérité mélancolique. Les magnétars brillent pendant une période qui passe en un clin d'œil à l'échelle cosmique, comme 10 000 ans, puis s'éteignent lentement. Pendant le court moment où ils sont actifs, ils soumettent leur environnement, mais à la fin, ils se transforment eux aussi en étoiles mortes silencieuses, froides et invisibles. Même ces points les plus extrêmes de l'univers sont temporaires. Cette puissance gigantesque qui courbait autrefois la réalité laisse place à un calme absolu. Dans le futur, un observateur ne verra qu'un vide noir et froid à la place du magnétar que nous admirons aujourd'hui. Imagine, tu flottes dans un océan cosmique géant au milieu de l'obscurité totale. Autour de toi, tu vois l'éclat de ces réseaux invisibles qui relient les galaxies. Pourtant, juste devant toi, il y a une sphère sombre, petite mais qui déforme tout. Tu vois de tes propres yeux comment la lumière qui passe à côté est courbée, comment le vide est étiré. Quelle que soit ta taille à ton échelle, tu n'es même pas un grain de poussière face à cette échelle cosmique. Pourtant, ce sentiment de petitesse ne te rend pas sans valeur. Au contraire, il te fait sentir que tu fais partie de ce silence monumental. Dans ce moment de silence, tu peux entendre le murmure de l'univers. La tempête au cœur d'un magnétar se nourrit en réalité de la même énergie que celle de tes atomes. Quelle que soit la distance,
quelle que soit la puissance gigantesque, nous sommes à la fois des parties de cette architecture et ses seuls témoins. Dans ces endroits où les étoiles meurent, où le vide se courbe et où le temps s'arrête, la présence fragile de la vie est le plus grand miracle. Ce que nous avons appris aujourd'hui, c'est que le vide est en réalité l'endroit le plus rempli. La réalité courbée autour des magnétars nous offre une carte de la manière dont l'univers a été construit. Nous avons découvert ensemble l'architecture silencieuse du vide et la puissance sauvage des magnétars. Cependant, cette courbure silencieuse du magnétisme n'est que la partie structurelle de l'histoire. La véritable horreur se cache dans les moments où cette structure se fissure et où l'énergie se déchaîne. Alors, que se passe-t-il quand cette croûte de fer sous une pression monumentale ne peut plus résister et se fissure? Quand le cœur d'une étoile tremble, les échos de ce tremblement peuvent-ils être entendus à l'autre bout de la galaxie? Peut-être que la véritable histoire des magnétars se cache dans ces tremblements terribles à l'intérieur de ce calme, c'est-à-dire dans les tremblements d'étoiles. Mais pour comprendre cela, nous devons d'abord regarder l'effet bouleversant que ce trou a sur nos mesures et notre perception de la réalité, c'est-à-dire la colère des magnétars. Partie 3. La lentille déformée. Nous connaissons tous la différence entre regarder depuis le sommet d'une montagne et contempler le haut depuis le fond d'une vallée profonde. L'endroit où tu te trouves ne change pas seulement ton angle de vue, mais aussi ta compréhension de la réalité concernant le monde. Si tu es dans une vallée, ton horizon se limite aux rochers escarpés au-dessus de toi. Si tu es au sommet, le monde entier s'étend à tes pieds. Cependant, le problème est que nous ne savons pas encore tout à fait où nous nous trouvons dans cette vallée cosmique. Nos mesures de l'univers sont comme si nous regardions dans un miroir légèrement déformé. Peu importe notre attention, l'image elle-même peut être façonnée par l'effet silencieux de notre position. Et nous, les humains, aimons nous voir comme des observateurs objectifs de l'univers. Pourtant, nous sommes nous-mêmes de petites notes à l'intérieur de cette symphonie géante que nous mesurons. En mesurant l'univers, nous nous mesurons en réalité nous-mêmes et le vide local dans lequel nous nous trouvons. Cette situation apporte avec elle un paradoxe scientifique. L'observateur peut-il être totalement indépendant de ce qu'il observe? Ou bien, tout comme la lumière est courbée par l'attraction intense des magnétars, notre vision est-elle silencieusement courbée par notre environnement galactique? Ce n'est pas seulement un problème technique concernant la qualité de nos télescopes, c'est un doute fondamental sur notre capacité à voir la réalité telle qu'elle est. Alors, en mesurant la vitesse à laquelle l'univers s'étend, sommes-nous en réalité bloqués par les limites de notre propre quartier? Peut-être que nos données les plus précises sur l'univers ne sont rien de plus qu'une erreur de perspective créée par ce trou cosmique dans lequel nous nous trouvons. Si nos mesures sont faussées, toute notre carte de l'univers n'est-elle qu'un mirage? Au centre de cette question se trouve ce chiffre mystérieux que les astronomes appellent la constante de Hubble. La constante de Hubble est la vitesse de croissance de l'univers, c'est-à-dire un indicateur de vitesse cosmique qui nous dit de combien l'espace s'étend chaque seconde. Connaître ce chiffre signifie comprendre l'âge, le destin et l'architecture de l'univers. Les scientifiques ont eu recours à deux voies différentes pour trouver ce chiffre. Un groupe a regardé tout au début de l'univers. La première lumière venant d'il y a 13 milliards 800 millions d'années. L'autre groupe a mesuré la vitesse à laquelle les étoiles, les supernovas et les galaxies contenant des magnétars dans notre quartier s'éloignent de nous. L'attente était que les deux méthodes donnent le même résultat. Après tout, la réalité était unique. Cependant,
Lorsque les résultats ont commencé à arriver, le monde scientifique a été ébranlé. La donnée venant de l'univers lointain, c'est-à-dire de la photo de bébé de l'univers, disait que la vitesse d'expansion était de 67. Pourtant, les mesures venant des étoiles proches et des galaxies abritant des magnétars montraient que ce chiffre était de 73. La différence de 9% entre les deux peut sembler petite. Cependant, si la fondation d'un bâtiment est inclinée de 9%, ce bâtiment finit par s'effondrer. Cette différence signifie une fissure géante dans notre compréhension de l'univers. 9% est trop grand pour être une simple marge d'erreur. C'est la preuve que quelque chose est fondamentalement faux dans la manière dont l'univers s'étend. Et cette situation a mené à une crise de confiance dans la cosmologie moderne. Deux mesures différentes présentent deux réalités différentes. Si les mesures de l'univers lointain sont correctes, alors pourquoi nos mesures locales s'écartent-elles autant ? Peut-être qu'il y a une distorsion dans notre univers local que nous n'avons pas encore totalement saisi. Est-il possible que les vides géants dont nous avons parlé dans la partie 2 servent de lentilles, modifiant le chemin et la vitesse de la lumière ? L'hypothèse de la distorsion locale suggère que nous nous trouvons en réalité dans une région moins dense, plus vide par rapport au reste de l'univers, et que c'est pour cela que tout nous semble s'éloigner, plus vite que ce n'est le cas quand nous regardons vers l'extérieur. Mais pour tester cette hypothèse, regarder les étoiles ne suffit pas. Nous devons prêter l'oreille aux sons les plus anciens et aux échos les plus lointains de l'univers. Dans les premiers temps de l'univers, la matière et la lumière étaient si denses que l'espace s'agitait comme une mer d'ondes sonores géantes. Ces structures que nous appelons oscillations acoustiques baryoniques étaient des ondes sonores massives résonnant à l'intérieur de l'univers primitif. Ces ondes ont laissé des motifs spécifiques sur la matière, tout comme les cercles formés par une pierre jetée dans un lac. Ces cercles nous servent de règles cosmiques immuables. Des yeux géants comme le satellite Planck ont photographié ces échos venant d'il y a 13 milliards 800 millions d'années, c'est-à-dire le fond diffus cosmologique. C'est la mesure la plus pure, la plus intacte de l'univers. Et cette mesure disait avec insistance 67. De l'autre côté, il y a les flambeaux de l'univers proche, les supernovas de type 1A et les jeunes galaxies abritant des magnétars. Les scientifiques ont utilisé ces explosions brillantes pour mesurer la distance étape par étape. C'est l'état de l'univers, ici et maintenant. Et ces mesures locales donnaient, sans jamais faillir, le résultat 73. Deux réalités, deux périodes de temps différentes et deux méthodes différentes. Mais le fossé ne se comblait pas. Le conflit entre ces deux valeurs ne peut plus être ignoré comme une coïncidence. Plus les scientifiques réduisent les marges d'erreur, plus la différence devient certaine. Dans le langage statistique, nous appelons cela 5 sigma ou 10 sigma, c'est-à-dire que la probabilité que cette différence soit un hasard n'est même pas d'1 sur 1 milliard. Soit il y a une erreur systématique dans nos méthodes de mesure, soit nous ignorons quelque chose sur la physique fondamentale de l'univers, soit nous regardons vraiment depuis l'intérieur d'un trou local. La troisième possibilité, la distorsion locale, est la plus frappante. Peut-être vivons-nous dans une région beaucoup plus diluée que la densité moyenne de l'univers. Et cette faible densité, tout comme le champ magnétique autour d'un magnétar courbe la lumière, déforme notre manière de percevoir la vitesse d'expansion. Imaginons cela comme un explorateur de lumière. Un photon voyage dans le vide pendant des milliards d'années-lumière. Durant la majeure partie de son voyage, il traverse la densité standard et moyenne de l'univers. Cependant,
en s'approchant de nous, il entre à l'intérieur de cet immense vide local. Dans ce vide, où la gravité est plus faible, la lumière commence à couler comme une rivière tombant dans une cascade. Alors que les galaxies coulent comme un fleuve vers des centres de masse géants comme le grand attracteur, notre perspective est influencée par ce courant. Ce que nous voyons n'est peut-être pas l'expansion absolue de l'univers, mais une illusion de vitesse créée par ce courant local et ce vide. Et cette situation nous laisse face à l'une des questions les plus difficiles de la science. Est-il vraiment possible d'atteindre une réalité objective? Ou bien, chaque mesure est-elle le reflet de la position et de l'état de l'observateur? Tout comme les règles de la mécanique quantique s'effondrent autour des magnétars, peut-être que notre position locale à l'échelle cosmique étire les lois que nous pensions universelles. Pour pouvoir voir la réalité telle qu'elle est, nous devons d'abord comprendre à quel point notre propre lentille est déformée. Pour comprendre cela, pensons au thermomètre à l'intérieur d'un four. Le thermomètre mesure la chaleur du four, mais cette chaleur chauffe aussi le thermomètre lui-même. Si le thermomètre est à l'intérieur d'un courant d'air froid dans le coin du four, il ne pourra jamais dire correctement à quel point le reste du four est chaud. Pour nous aussi, l'univers est ce four géant, et nous nous trouvons peut-être dans un coin un peu moins chauffé, plus rare de ce four. Cela nous fait voir la chaleur extérieure, ou la vitesse d'expansion, différemment de ce qu'elle est réellement. Cette humilité qui vient quand l'information s'accumule est l'étape la plus profonde de la science. Nous savons, mais peut-être seulement autant que ce que nous voyons d'ici. Imagine, l'univers brille comme une sphère de cristal géante et parfaite. Cependant, tu regardes cette sphère à travers un creux très mince, une fissure à peine perceptible. Cette petite courbure sur ta lentille déforme la forme des étoiles en face, allonge les distances, décale légèrement les couleurs. Tu es sûr de la réalité de l'image à l'extérieur, mais ce que tu vois est en réalité un reflet mélangé à la propre nature de la lentille. Voilà, dans cet univers où règnent les magnétars et les vides géants, notre point de vue passe précisément par cette lentille déformée. Cet état d'incertitude est en réalité non pas une perte, mais une opportunité de découverte immense. Ne pas savoir est la seule raison de chercher. Cette nature flexible de la réalité est une preuve de la richesse et de la complexité de l'univers. Au moment où nous nous rendons compte de cette lentille déformée, nous faisons en réalité un pas de plus vers la vérité. Peut-être que l'univers a caché les secrets qu'il nous dérobe précisément à l'intérieur de ces crises de mesure. Ce profond sentiment de respect s'éveille lorsque nous remarquons l'ordre délicat à l'intérieur de cette immense incertitude. Aujourd'hui, nous avons appris que nos mesures ne concernent pas seulement les objets extérieurs, mais aussi le vide que nous traversons en regardant ces objets. La crise de la constante de Hubble n'est pas seulement un problème pour les astronomes, c'est un tournant majeur dans le voyage de l'humanité pour saisir la vérité. Nous avons vu comment le vide local et les structures extrêmes semblables aux magnétars peuvent manipuler notre perception de la lumière. Cependant, ce bouleversement observationnel n'est que la surface de l'histoire. Le véritable conflit se joue au cœur des théories que nous avons construites pour expliquer ces données. Alors, si nos observations sont réellement influencées par une distorsion locale, comment cette situation affecte-t-elle nos théories racontant comment l'univers a commencé? Si la théorie de la lentille déformée est correcte, le bâtiment majestueux construit par Einstein et les autres sera-t-il ébranlé? Peut-être que cette crise observationnelle nous amènera au seuil d'une nouvelle physique. Mais pour comprendre cela, nous devons d'abord regarder les hypothèses fondamentales de nos théories de l'univers
et comment ces hypothèses sont testées face à des réalités extrêmes semblables au magnétar, c'est-à-dire au cœur des conflits théoriques. Partie 4. Des fondations ébranlées. Imagine que tu marches dans un bâtiment solide. À chaque pas, tu sens la dureté du sol, la stabilité rassurante des murs. Mais soudain, tu remarques que cette pierre sous ton pied fléchit légèrement, que des fissures fines et profondes apparaissent sur les murs. Ce sentiment inquiétant de réaliser que ce sol inébranlable sur lequel tu as construit tout ton monde n'est pas aussi solide qu'il n'y paraît, plonge l'esprit dans un vide instantané. Voilà, en ce moment, la physique moderne se tient précisément au seuil de ce sentiment. Nos hypothèses fondamentales, sur lesquelles nous construisons des tours depuis des siècles, sont silencieusement ébranlées par de nouveaux murmures venant des profondeurs de l'univers. Et toute notre perception de l'univers est basée sur quelques axiomes fondamentaux. Le plus grand d'entre eux est que les lois et la distribution de la matière sont les mêmes partout dans l'univers. Mais, et si cette hypothèse n'était qu'une illusion valable seulement pour notre quartier? Si notre base est fausse, est-ce que toutes ces cartes galactiques majestueuses et ces théories du temps que nous avons construites jusqu'à présent vont se transformer en châteaux de cartes? C'est un carrefour. Soit il y a un vide géant dans notre compréhension de l'univers, soit nous sommes au centre d'une situation très spéciale que la physique n'a pas encore pu définir. Qu'est-ce qui est le plus effrayant? Se tromper sur tout ou être spécial et seul dans le cosmos infini? Au cœur de ce conflit réside ce que les scientifiques appellent le principe cosmologique. Ce principe dit: si tu regardes l'univers à une échelle suffisamment grande, chaque endroit se ressemble. Il n'y a ni centre, ni coin privilégié. C'est la base de l'astronomie moderne. Si ce principe n'était pas vrai, nous ne pourrions pas projeter sur l'ensemble de l'univers les données que nous recevons d'un seul point. Ce principe nous dit que l'univers est homogène et isotrope, c'est-à-dire cohérent dans toutes les directions et partout. C'est l'hypothèse selon laquelle l'univers est comme un tissu géant, ayant la même texture en chaque point. Et cette hypothèse est en réalité l'héritage d'une grande leçon d'humilité que nous avons reçue de Copernic. Copernic nous avait appris que la Terre n'était pas au centre. Nous n'étions qu'une planète ordinaire autour d'une étoile ordinaire. Les observateurs du passé ont si bien appris cette leçon que nous avons développé une foi inébranlable dans le fait qu'aucun endroit de l'univers ne peut être spécial. Pourtant, aujourd'hui, des structures comme le vide KBC, dont nous avons parlé dans la partie 2, entrent en conflit direct avec ce principe d'humilité. Nos observations disent « quelque chose est différent ici ». Si nous sommes à l'intérieur d'un vide géant, alors l'univers n'est pas le même partout. Cela signifie que notre refuge sécurisé qui dure depuis Copernic est en train de se fissurer. Alors, quelle est la profondeur de cette fissure? D'un point de vue statistique, quelle est la probabilité que nous nous trouvions près du centre d'un vide aussi vaste? La mathématique nous donne ici une réponse assez froide. La probabilité que cette situation se produise par hasard est si basse que notre esprit a du mal à saisir cette rareté. C'est comme trouver une seule bille rouge, les yeux fermés, dans une piscine géante contenant des trilliards de billes. Et peut-être sommes-nous ici parce que seuls les équilibres fragiles à l'intérieur de ce vide ont permis la formation de la vie et d'observateurs comme nous. Ce murmure silencieux du principe anthropique nous entraîne dans un paradoxe. L'univers est-il dans cet état pour nous? Ou sommes-nous ici parce que l'univers est dans cet état? C'est l'une des limites les plus strictes de la science, ce lien mystérieux entre la présence de l'observateur et l'état de l'univers.
Si les statistiques pointent vers quelque chose d'aussi impossible, peut-être que les mathématiques nous donnent la réponse à une question que nous n'avons pas encore posée. Pour concrétiser cette impossibilité, nous devons regarder le concept de sigma. En science, nous utilisons les valeurs sigma pour prouver qu'un résultat n'est pas une coïncidence. 3 sigma est un indice, 5 sigma est une découverte certaine. Pourtant, la probabilité que le vide KBC apparaisse dans les modèles d'univers standard, lambda, CDM, est calculée à exactement 10 sigma. 10 sigma. Pour comprendre ce chiffre, pensons-le ainsi. Un sigma, c'est comme une pièce de monnaie qui tombe sur face. 3 sigma, c'est tomber sur face 5 fois de suite. 5 sigma, c'est comme si toutes les personnes dans un stade tombaient en surface en même temps. Et qu'en est-il de 10 sigma? Cela signifie que dans une simulation contenant des trilliards d'univers, la probabilité de tomber sur une région comme celle où nous vivons est presque nulle. Nos modèles informatiques tournent des milliers de fois et dans aucun d'eux, ce trou géant à travers lequel nous regardons ne se forme. C'est la manière dont les mathématiques nous disent « il y a un problème ». Ce problème amène le modèle le plus réussi de la cosmologie moderne, le lambda CDM, au seuil d'une crise. Ce modèle explique avec une mathématique parfaite comment la matière noire et l'énergie sombre façonnent l'univers. Nous avons compris comment les galaxies se regroupent, comment l'univers s'étend grâce à ce modèle. Pourtant, ce même modèle qualifie de impossible cet immense vide dans lequel nous nous trouvons. Voilà que nos théories de la gravité se séparent ici. Soit notre modèle standard est incomplet et nous n'avons pas encore compris la nature de l'énergie sombre, soit nous devons changer les lois de la gravité d'Einstein, c'est-à-dire la relativité générale à ces échelles géantes. Les théories de la gravité modifiée tentent d'expliquer ces vides en suggérant que la gravité ne fonctionne pas de la même manière à toutes les distances, mais elles apportent aussi d'autres paradoxes. Le dilemme est désormais clair. Soit notre physique est fausse, soit nous sommes dans un coin très rare de l'univers, soit les deux à la fois. C'est comme se tenir au beau milieu d'une loterie cosmique. Imagine, un tirage de loterie géant est organisé. Des milliards de tickets ont été vendus et c'est toi qui gagnes le gros lot. C'est surprenant, mais c'est possible. Cependant, le lendemain, le tirage a lieu de nouveau et c'est encore toi qui gagnes. Le jour suivant, encore. Et cela continue pendant 10 jours. Voilà exactement ce qu'est une observation au niveau de 10 sigma. À un certain point, tu arrêtes de te dire « quelle chance j'ai » et tu te dis « ce tirage est truqué » ou « il y a une règle que je ne connais pas ». Pense à l'ironie. Nous sommes partis pour prouver que nous étions dans un coin ordinaire de l'univers. Mais les mathématiques nous murmurent à chaque étape à quel point nous sommes à un point impossible. Et maintenant, regardons de nouveau l'univers avec ce vertige créé par cette impossibilité. Être spécial n'est pas toujours un privilège, c'est parfois une forme d'isolation, de solitude. Si nous sommes une civilisation piégée à l'intérieur d'un vide géant, toutes les significations que nous avons construites concernant l'univers peuvent être teintées des couleurs de cette prison locale. Le paradoxe de la sélection de l'observateur nous dit ceci: nous ne pouvons observer que les endroits où nous avons pu survivre. Peut-être que le reste de l'univers est un enfer où règnent les magnétars et les tempêtes de gravité géante, et nous pouvons exister à l'intérieur de ce vide calme, dans ce refuge silencieux au cœur de la tempête. Cette situation nous laisse suspendus entre l'humilité de Copernic et le poids de être spécial. Peut-être que la véritable maturité est à la fois d'accepter d'être un grain de poussière dans les rouages géants de l'univers et de ressentir le respect
pour cette chance statistique immense cachée à l'intérieur de ce grain de poussière. Imagine, à l'intérieur d'un vide infini, des trilliards de bulles de savon volent. Chaque bulle est un univers séparé avec ses propres lois physiques, sa propre vitesse d'expansion. Nous sommes au bord de la paroi, la plus fine, la plus transparente à l'intérieur de l'une de ces bulles. Notre bulle est un peu plus grande, un peu plus vide que les autres. Dans cette symphonie de multivers géante, nous ne pouvons entendre que l'écho de notre propre bulle. Ferme les yeux et ressens ce vertige étrange et mélancolique de respirer précisément à ce point impossible parmi les trilliards de probabilités flottant dans ce vide infini. Cette solitude est en réalité notre plus grand trésor, car ne pas savoir est le premier pas pour découvrir. Chaque question restant sans réponse attire notre esprit vers des couches plus profondes de l'univers. Les fondations ébranlées de la physique moderne ne sont pas le bruit d'un bâtiment qui s'écroule, mais le grincement d'une fenêtre qui s'ouvre sur un horizon plus large. Aujourd'hui, nous avons vu que nos théories et nos hypothèses sont testées face aux points extrêmes semblables au magnétar et au vide géant. Le principe cosmologique est ébranlé. Les valeurs sigma nous indiquent l'impossible. Alors que notre modèle standard se bat avec des crises, nous cherchons la vérité au milieu de cette tempête théorique. Pourtant, quoi que disent les théories, l'univers continue de s'agiter. Les étoiles naissent, les galaxies flottent dans des vides immenses. Alors, que se passe-t-il réellement à l'ombre de ces crises théoriques? Vers quel destin les galaxies à l'intérieur de ce vide géant sont-elles entraînées? Si nous sommes piégés à l'intérieur de ce vide, qu'est-ce qui nous attend dans le futur? Peut-être que la réponse à cette question n'est pas dans la confusion des théories, mais dans les mouvements silencieux et majestueux des galaxies. Mais pour comprendre cela, nous devons d'abord regarder le destin des galaxies dans ce vide, c'est-à-dire notre futur cosmique. Partie 5. Le flux cosmique. En ce moment, alors que tu lis ces lignes, tu peux te sentir totalement immobile. Le fauteuil sous toi, le sol sur lequel tu marches, les murs de la pièce. Tout semble être dans une fixité inébranlable. Pourtant, c'est l'une des illusions les plus élégantes que l'univers nous offre. En réalité, aucun de nous ne s'arrête. Cette pièce dans laquelle nous nous trouvons tourne avec notre planète à une vitesse de milliers de kilomètres par heure. Notre système solaire fait un tour géant au centre de la galaxie et notre galaxie, la Voie lactée, poursuit une migration silencieuse mais déterminée à l'intérieur d'un vide immense. Nous sommes, sans nous en rendre compte, comme des feuilles dérivant dans les eaux d'un fleuve cosmique géant. Et ce mouvement n'est pas seulement un éparpillement aléatoire, c'est un flux immense servant une direction spécifique, un but spécifique. Alors que les galaxies changent silencieusement de place dans cette toile géante de l'univers, nous faisons aussi partie de cette grande migration. Alors, où ce voyage nous mène-t-il ? Sommes-nous tous en train d'avancer vers une cible mystérieuse cachée dans les profondeurs de l'univers ? Ce mouvement a-t-il une fin, un port ? La réponse à ces questions nous sort de ce port confortable que nous pensions être l'immobilité et nous laisse dans le courant paisible mais imposant des flux de masse. Pour comprendre ce voyage silencieux des galaxies, nous devons regarder les cartes de masse invisibles de l'univers. Dans les années 1980, les astronomes ont remarqué que les galaxies ne faisaient pas que s'éloigner les unes des autres avec l'univers en expansion, mais qu'elles coulaient aussi collectivement vers une direction spécifique. Cette attraction géante vers une région spécifique du ciel a été nommée le Grand Attracteur. Les scientifiques qui ont fait cette découverte
étaient comme des explorateurs suivant les traces de pas d'un géant invisible dans un temps brumeux. La Voie lactée et ses voisins dérivaient à une vitesse de centaines de kilomètres par seconde vers cette concentration de masse géante cachée au-delà des constellations du Centaure et de l'Hydre. Cette structure faisait partie d'un squelette beaucoup plus majestueux que nous ne le pensions. En 2014, le monde scientifique a donné un nom à cette famille de galaxies géantes dans laquelle nous nous trouvons, la Niakea. Ce nom, qui signifie « horizon céleste immense » en hawaïen, est un superamas géant couvrant 100 000 galaxies et une zone de 500 millions d'années-lumière de large. La Niakea est ce grand système fluvial de l'univers. Et nous sommes des voyageurs coulant vers le centre, dans un petit bras de ce fleuve. Imaginer cette échelle éveille un profond sentiment d'étonnement qui permet de réaliser sa petite place à l'intérieur. À ce point, un paradoxe travaille notre esprit. Alors que ce vide géant que nous avons vu dans la partie 2 nous repousse loin de lui, la masse au cœur de la Niakea nous attire vers elle. D'un côté, le renvoi du vide, de l'autre, l'appel de la masse. Nous sommes à l'intérieur d'un flux équilibré entre ces deux forces géantes. Cette situation amène à l'esprit la question suivante. Où est la maison? Notre maison est-elle ce vide immense que nous fuyons, ou ce centre de masse géant vers lequel nous sommes attirés? Peut-être que notre véritable identité est ce flux infini lui-même entre ces deux points extrêmes. Mais pour comprendre la vitesse réelle de ce flux, nous devons regarder les chiffres que la lumière nous murmure. Les scientifiques utilisent la propriété de décalage Doppler de la lumière pour mesurer ce mouvement gigantesque. Tout comme le son d'une ambulance devient plus aigu en s'approchant de toi et plus grave en s'éloignant. La lumière des galaxies se décale vers le bleu en s'approchant de nous et vers le rouge en s'éloignant. Ces mesures précises ont révélé que la Voie lactée se déplace par rapport à la lumière de fond de l'univers à une vitesse exacte de 630 km par seconde. Il est difficile de donner un sens à cette vitesse. Si tu pouvais voyager à cette vitesse sur Terre, tu arriverais d'Istanbul à Ankara en moins d'une seconde. Nous flottons actuellement dans une mer cosmique à cette vitesse incroyable. Et ce mouvement est un processus qui continue depuis des milliards d'années. Dans le passé, les galaxies étaient beaucoup plus dispersées. Cependant, la gravité, comme ce sculpteur silencieux, a rassemblé petit à petit la matière et a formé les fleuves. Dans le futur, les galaxies se rassembleront dans ces bassins géants où ces fleuves se rejoignent. Notre vitesse de 630 km par seconde n'est pas seulement une fuite, c'est aussi une histoire d'union. C'est à la fois une fuite et une migration. Ton choix de mots détermine par quelle fenêtre tu regardes l'univers. Si tu regardes depuis le silence effrayant du vide, c'est une fuite. Mais si tu regardes vers les bras paisibles de l'Aniakea, c'est un retour à la maison. Pour comprendre cela, imagine-toi comme une feuille flottant dans un fleuve. Le fleuve naît dans les profondeurs de la forêt, traverse les vallées et finit par atteindre l'océan. La feuille ne s'oppose pas au courant du fleuve, elle coule simplement avec lui. Les galaxies coulent aussi exactement comme ces feuilles, dans ces lits de rivières cosmiques géants que nous appelons filaments. Les vides sont les collines arides entre les rivières. Les filaments sont les vallées fertiles où coule la vie et la matière. Ce flux est la respiration de l'univers. Et maintenant, pensez si c'est la destination ou le voyage qui est le plus important alors que nous flottons dans ce fleuve cosmique nous invite à une paix profonde. Peut-être que l'endroit où nous arriverons n'est pas aussi significatif que les chemins que nous traversons. Accepter qu'il n'y a pas de maison
fixe dans l'univers, que nous sommes dans une migration continue, réveille notre âme nomade, ancestrale. Nous sommes des voyageurs éparpillés sur les chemins poussiéreux du cosmos, mais qui trouvent un ordre et une grâce dans cet éparpillement. C'est le plus haut degré de paix à l'intérieur de l'incertitude. Le fait que nous vivions ici maintenant, que nous possédions une conscience capable d'observer ce flux immense, est une grande source de gratitude. C'est une bonne chose d'être ici maintenant, alors que le fleuve n'est pas encore tari, que les galaxies ne sont pas trop éloignées les unes des autres et que nous avons assez de temps pour voir les motifs de cette migration monumentale. Un jour dans le futur, l'expansion de l'univers s'accélérera tellement que ces fleuves se détacheront les uns des autres et les galaxies seront condamnées à une isolation absolue. Mais nous sommes dans cette période chanceuse. Nous pouvons voir la majesté du flux. Imagine, tu te tiens devant un filet géant composé de fils brillants, large de milliards d'années-lumière. Chaque fil est un fleuve abritant des milliards d'étoiles à l'intérieur. La Voie lactée flotte comme un point de lumière délicat dans l'un de ces fils. Ferme les yeux et ressens ce flux géant, silencieux et paisible. Nous n'avons besoin de rattraper aucun endroit, aucune force ne nous oblige. Nous dérivons simplement dans la propre nature de l'univers, comme une partie de cette grande symphonie. Le calme à l'intérieur de ce mouvement est une véritable méditation. Quelle que soit notre vitesse vertigineuse, nous nous sentons en sécurité et à notre place dans ce giron géant de l'univers. Nous sommes à l'intérieur d'un moment éphémère, mais une beauté infinie est cachée à l'intérieur de ce moment. Maintenant, ici, nous coulons avec paix dans les eaux de ce grand fleuve. Aujourd'hui, nous avons appris que rien n'est immobile. Chaque galaxie, chaque étoile et nous sommes les voyageurs d'un fleuve cosmique géant. Nous avons découvert l'appel du grand attracteur et le giron de l'Aniakea. Nous avons vu cet équilibre mélancolique mais paisible de flotter vers un foyer tout en fuyant le vide. Cependant, ce flux n'est que l'histoire visible de l'univers. Ces fleuves aussi ont une limite, ce courant aussi a une fin. Alors, ce flux cosmique durera-t-il pour toujours? Ou bien, l'expansion de l'univers finira-t-elle par briser ces fleuves à un certain point et nous poussera-t-elle vers une solitude infinie? Peut-être que la réponse à cette question est cachée à cette dernière frontière où le fleuve coule. Mais pour comprendre cela, nous devons d'abord regarder les limites du flux cosmique et la ligne d'horizon, c'est-à-dire cette dernière limite que l'univers nous a tracée. Partie 6. Le silence des limites. Tu te souviens, quand nous étions enfants, nous nous demandions ce qu'il y avait au-delà de l'endroit où se terminait notre quartier. Nous nous demandions si le reste du monde commençait ou non quand nous tournions le coin au bout de cette rue, si d'autres règles s'appliquaient derrière cette frontière imaginaire. Nous, les humains, sommes des explorateurs de naissance. Nous avons toujours cherché les limites. Nous avons brûlé de passer au-delà de la ligne d'horizon. Cependant, à mesure que notre curiosité d'enfant a grandi, nos questions ont grandi aussi. Maintenant, ce quartier est fini. Les rues se sont transformées en galaxies. Les lignes d'horizon en limites cosmiques mesurées par des années-lumière. La question « jusqu'où pouvons-nous aller ?» n'est plus seulement une curiosité, c'est la limite la plus dure de notre existence. Et, à ce point, notre esprit rencontre deux types de limites différentes. L'une est cette distance immense que nos yeux peuvent voir, que nos télescopes peuvent atteindre. L'autre est cet obstacle absolu, gravé par l'univers lui-même dans sa propre texture, qu'aucune technologie ne pourra franchir. Dans cet espace mince entre la limite visible et la limite réelle, l'humilité et l'ambition s'entrechoquent. Nous ressemblons à des enfants
debout au bord de l'univers, regardant cet océan sombre, mais n'ayant même pas la force de mettre le pied dans l'eau. Alors, quelle est la signification d'une limite inatteignable? Si nous ne pouvons jamais passer au-delà de cet immense vide, est-ce que cela nous condamne à une prison? Ou est-ce que cela nous protège dans notre foyer le plus sûr? La réponse à cette question est cachée dans la règle la plus inébranlable de la physique, la limite de la vitesse de la lumière. Quand Albert Einstein nous a appris que l'univers avait une limite de vitesse, il a en réalité aussi défini la limite de communication de l'univers. 300 000 km par seconde. Cela semble gigantesque. Cependant, dans ces échelles massives de l'univers, cette vitesse est aussi lente que la progression d'un escargot. Une année-lumière est la distance d'environ 10 trilliards de kilomètres parcourue par la lumière en un an. Cependant, nous avons besoin de plus grandes unités, les parsecs et les mégaparsecs. Un mégaparsec correspond à environ 3,2 millions d'années-lumière. Maintenant, plaçons ces chiffres à l'intérieur de ce vide cosmique géant dont nous avons parlé dans la partie 2. Le vide KBC mesure environ 2 milliards d'années-lumière de large. Cela signifie que même la lumière doit passer 2 milliards d'années pour traverser d'un bout à l'autre. Quand tu penses à la durée de vie humaine, même à l'histoire de l'humanité, cette distance n'est plus une longueur, mais devient une inaccessibilité. Le vide est si grand que tenter de le franchir signifie faire la guerre au temps lui-même. Et c'est ici que nous rencontrons ce paradoxe triste entre la distance et le temps. Regarder au loin, c'est en réalité regarder dans le passé. Tenter d'atteindre une limite, c'est en réalité tenter de remonter dans le temps. Ces galaxies les plus lointaines que nous voyons peuvent en réalité ne plus être là-bas. Nous ne faisons que contempler leurs fantômes d'il y a des milliards d'années. Le concept d'horizon acquiert ici une dimension cosmique. Tout comme la ligne d'horizon s'éloigne continuellement alors qu'un navire avance vers elle. L'expansion de l'univers éloigne aussi continuellement de nous les limites que nous voulons atteindre. L'horizon cosmique est à la fois notre limite de vision et notre prison physique. Alors, que signifient pour nous ces limites en théorie dans la pratique? De combien pouvons-nous nous approcher de ces limites avec des technologies fabriquées par l'homme? Voyager 1, le messager le plus rapide que nous ayons envoyé dans l'espace jusqu'à aujourd'hui, avance à une vitesse d'environ 17 km par seconde. Même à cette vitesse, il lui faudra plus de 70 000 ans pour atteindre l'étoile la plus proche. Bien que nos véhicules de nouvelle génération, comme la sonde solaire Parker, battent ces records, ils sont encore aussi lents qu'une tortue à côté de la vitesse de la lumière. Si un jour, en poussant les limites de notre imagination, nous pouvions développer un moteur capable d'atteindre 10% de la vitesse de la lumière, ce qui serait un miracle aujourd'hui, traverser ce vide de 2 milliards d'années-lumière de large nous prendrait tout de même 20 milliards d'années. Une durée encore plus longue que l'âge de l'univers lui-même. Cette situation nous mène au concept de vaisseau générationnel. Un voyage, tel que ceux qui partent, ne peuvent pas voir l'arrivée, mais les descendants de leurs descendants peuvent atteindre la cible. C'est une sorte de migration cosmique. C'est le fait que la vie se sacrifie autant pour dépasser ses propres limites. Cependant, même dans ce voyage, les lois de la physique nous opposent un dernier obstacle. Et c'est à ce moment-là que nous faisons face à la tension la plus bouleversante de la réalité. Ce gouffre entre nos désirs et nos possibilités. Nous voulons partir, toucher les étoiles, voir les mondes au-delà de cet immense vide. Mais l'univers dit non, silencieusement, à cela. Le temps se dilate à mesure que l'on s'approche de la vitesse de la lumière. Pense au paradoxe des jumeaux. Alors que seulement quelques années passent pour l'astronaute
partant pour un voyage à une vitesse proche de celle de la lumière, des siècles ont pu passer pour son frère qu'il a laissé sur Terre. Chaque passager qui part est en réalité un exilé se coupant de son propre temps et de son passé. Celui qui part ne peut pas revenir, car quand il revient, il ne reste plus de traces du monde qu'il a laissé. Ce poids émotionnel du voyage cosmique est plus lourd que les distances. La solitude, ce n'est pas seulement être dans le vide, c'est être coupé du temps. L'univers utilise non pas les distances, mais le temps lui-même comme un mur pour nous éloigner les uns des autres. Pour comprendre cela, imaginons l'univers comme un océan géant. Nous sommes ceux qui se tiennent sur le rivage et regardent les lumières brillant à l'horizon. Nous avons une minuscule barque entre les mains et nous savons à quel point cet océan est profond, à quel point les vagues sont fortes. Passer de l'autre côté de l'océan semble impossible. Peut-être que ces limites ne sont pas là pour nous emprisonner, mais pour nous protéger dans notre foyer sûr sur ce rivage. Tout comme les limites étroites dans l'utérus maternel d'un bébé sont en réalité l'espace protégé nécessaire pour qu'il trouve la vie, les limites de l'univers sont peut-être aussi cette protection silencieuse nécessaire pour que nous puissions germer dans ce monde fragile. La limite n'est pas toujours un obstacle, c'est parfois une définition, une manière de créer du sens. Et maintenant, le respect que nous ressentons face à cette présence majestueuse des limites nous élève à un sommet philosophique profond. Le fait qu'une chose soit finie est la caractéristique la plus importante qui lui donne de la valeur. Si chaque endroit était accessible, aucun endroit n'aurait de signification spéciale. Les limites définissent cet espace petit, mais précieux, que nous appelons maison. Vivre dans un espace limité nous rend plus reconnaissants pour chaque détail, chaque étoile, chaque respiration à l'intérieur de cet espace. Nous pouvons être petits au bord de cet océan géant, mais cette petitesse rend notre courage de chercher la vérité encore plus noble. À l'intérieur de ces limites cosmiques, nous redéfinissons le concept de maison. La maison, ce n'est pas seulement la terre sur laquelle nous marchons, c'est ce refuge fragile et sûr à l'intérieur de ces limites inaccessibles. Le respect que nous ressentons face à la grandeur des limites est en réalité ce respect silencieux que nous ressentons pour nous-mêmes, car nous sommes cette espèce unique capable de définir ses limites, de les mesurer et de s'interroger sur le mystère derrière ces limites, même si nous ne pouvons pas les franchir. Imagine, tu es au bord d'un océan infini. Tes pieds marchent sur le sable mouillé et devant toi s'étend une obscurité sans fin. Tu vois de légers éclats au loin, très loin, mais tu sais que tu ne pourras jamais y aller. Ferme les yeux et ressens ce sentiment de respect immense créé par cette inaccessibilité. La grandeur de l'océan ne t'écrase pas. Au contraire, tu vis cette paix profonde de te tenir sur ce rivage, de témoigner de ce silence monumental. Cette acceptation est la plus grande liberté. Au lieu de vivre avec le rêve des endroits où nous ne pouvons pas aller, nous embrassons la beauté ici. Les limites ne nous restreignent pas. Elles nous maintiennent ici, maintenant, à l'intérieur de ce miracle. Au lieu du mystère du lointain, nous nous concentrons sur la chaleur et la valeur du proche. Aujourd'hui, nous avons appris que les limites de l'univers n'ont pas été tracées par notre technologie, mais par la vitesse de la lumière elle-même et la nature du temps. Nous avons vu les dimensions gigantesques du vide et le caractère infranchissable de ces distances. Nous avons ressenti cette solitude temporelle apportée par l'approche de la vitesse de la lumière et cette attente silencieuse au bord de l'océan. Cependant, ces limites ne sont pas la fin de notre voyage. Alors, même si nous ne pouvons pas aller à la limite de ces vides immenses et inaccessibles, qu'est-ce qui nous attend chez nos voisins
les plus proches? N'y a-t-il pas des îles que notre barque peut atteindre dans cet océan sombre, au-delà des limites? Peut-être que les plus grands secrets ne sont pas dans les endroits les plus lointains, mais cachés au cœur de ces voisins silencieux, tout près de nous. Mais pour comprendre cela, nous devons d'abord regarder ces systèmes stellaires proches et notre quartier cosmique, c'est-à-dire nos voisins proches. Partie 7. Les voisins proches. Notre vie sur Terre est construite sur les relations de voisinage. Savoir qui vit dans l'appartement d'à côté, donner un salut le matin ou voir la lumière s'allumer dans la maison d'en face. Quand on regarde par la fenêtre, nous donne un sentiment de sécurité. Ce lien mince qui nous fait sentir que nous ne sommes pas seuls est la base de notre existence sociale. Cependant, quand nous levons la tête et regardons le quartier cosmique, le concept de voisinage prend une toute autre signification. Ces maisons d'en face, où les lumières sont allumées, sont en réalité à des trilliards de kilomètres. Et nous vivons avec le rêve de frapper à la porte de notre voisin le plus proche au milieu d'une obscurité sans fin. Et, après notre soleil, ce phare qui est le plus proche de nous, dans les profondeurs veloutées du ciel, est le système Alpha Centauri. Si nous considérons notre système solaire comme une place de ville, Alpha Centauri est comme cette première lumière brillante à seulement quelques quartiers de là. Brillant dans le cœur de la constellation du Centaure, dans l'hémisphère sud du ciel, ce système est la première étape du rêve interstellaire de l'humanité. Il nous attend à une distance de seulement 4,37 années-lumière, ce qui peut être considéré comme un voisin de palier à l'échelle cosmique. Alors, cette distance est-elle vraiment proche, ou est-ce l'un des plus grands jeux que l'univers nous joue? Alpha Centauri n'est pas une étoile unique, mais un système triple dansant les uns autour des autres. Alpha Centauri A et B sont deux phares géants ressemblant au Soleil, soudés l'un à l'autre comme deux vieux amis. Cependant, ce qui est vraiment excitant, c'est Proxima Centauri, suspendu un peu plus loin comme une naine rouge pâle. Proxima signifie « la plus proche » en latin, et c'est le membre le plus proche de nous du système. Autour de cette étoile pâle se trouve une exoplanète nommée Proxima Centauri b, découverte en 2016. Ce monde se situe précisément dans cette zone que nous appelons zone habitable, c'est-à-dire dans cet équilibre délicat où l'eau peut se trouver à l'état liquide, où la vie peut-être germer. C'est précisément à ce point que notre curiosité frappe un mur de réalité. 4,24 années-lumière. Ce chiffre peut sembler petit, cependant, quand nous concrétisons la distance, nous réalisons l'horreur. Si nous tentions de faire ce voyage, pour lequel même la lumière doit dépenser plus de 4 ans pour arriver, avec nos fusées les plus rapides d'aujourd'hui, y arriver prendrait plus de 70 000 ans. C'est encore plus que le temps écoulé depuis l'invention de la roue jusqu'à aujourd'hui. Notre voisin le plus proche est à la fois à un pas de nous et à des milliers de vies de distance. C'est le paradoxe le plus triste que l'univers nous offre. Un paradis que nous pouvons voir, mais que nous ne pouvons pas toucher. Cependant, nous, les humains, sommes une espèce qui aime viser l'inaccessible. Ce premier voyage qui sera fait vers Alpha Centauri n'est pas seulement une découverte, c'est l'examen de maturité de notre espèce. Peut-être qu'y arriver ne signifie pas seulement voir un autre monde, mais vraiment comprendre la valeur de notre propre maison et la grandeur du cosmos. Et alors, est-ce que nous ne faisons que rêver pour franchir cette distance monumentale? Non. Les scientifiques travaillent désormais sur des projets concrets. Le projet Breakthrough Starshot a été lancé par un groupe de visionnaires, parmi lesquels figurait Stephen Hawking. L'objectif est d'envoyer, au lieu de fusées géantes,
des milliers de minuscules engins spatiaux de la taille d'un timbre, appelés nanocraft. Ces engins utiliseront des voiles solaires poussés par des lasers géants, tout comme les anciens voiliers traversant les océans, mais ils voyageront avec la pression de la lumière au lieu du vent. Cette technologie vise à atteindre 20% de la vitesse de la lumière. Si cela réussit, le voyage vers Alpha Centauri peut passer de 70 000 ans à seulement 20 ans. En une génération, nous pourrions voir les premières photos de près d'un monde sous un autre soleil. 20 ans. Le temps qu'il faut pour qu'un enfant grandisse. Cela transforme le voyage interstellaire d'un rêve impossible en une réalité qui peut tenir dans une durée de vie. Cependant, cet espoir apporte avec lui des défis gigantesques, même si cela semble mathématiquement possible. Même l'impact d'un grain de poussière microscopique sur un engin de la taille d'un timbre allant à 60 000 km par seconde dans ce vide terrible de l'espace peut créer l'effet d'une bombe atomique. De plus, nous sommes face à un paradoxe de communication. Quand notre engin arrivera là-bas, le signal qu'il enverra mettra exactement 4 ans pour nous atteindre. Poser une question et recevoir la réponse prendra 8 ans. C'est une épreuve cosmique de patience. Et le plus triste est que pour ces petits messagers, ce voyage est un billet aller simple. Ils iront, verront, raconteront et finiront par s'endormir pour un sommeil infini sous ces soleils lointains. Tout comme les explorateurs qui partaient vers des océans qu'ils ne connaissaient pas il y a des siècles et qui savaient qu'ils ne reviendraient plus. Ces petites machines seront aussi les symboles de notre courage et de notre curiosité. Et voir ce voyage seulement comme une réussite technologique serait rater la profondeur de l'âme humaine. Pourquoi voulons-nous partir ? Pourquoi poursuivons-nous une aventure aussi lointaine, aussi dangereuse et aussi coûteuse ? La réponse à cela est cachée dans cet instinct ancestral de nos ancêtres qui sont sortis des savanes africaines pour se répandre dans le monde entier. Nous sommes une espèce programmée pour dépasser nos limites. La curiosité est pour nous une nécessité biologique. En regardant Alpha Centauri, nous regardons en réalité notre moi futur. Ce voyage est le plus grand héritage que nous laisserons aux générations futures. Peut-être que nous ne verrons pas les navires partir. Cependant, ce premier signal lumineux qui viendra d'eux changera le monde de nos petits-enfants. L'imagination est la graine de la réalité. Peut-être que tout ce que nous appelons impossible aujourd'hui est dû au fait que nous ne faisons pas de rêves assez grands. Alpha Centauri n'est pas seulement un système stellaire pour nous. C'est ce premier test de réalité où notre imagination rencontre l'univers. Maintenant, ferme les yeux. Imagine une voile délicate et brillante planant dans l'obscurité sur laquelle frappe un laser géant. Tout autour est le noir complet, mais devant elle brillent 3 soleils. Elle avance silencieusement sur des milliards de kilomètres, mais avec une vitesse déterminée. Dans les minuscules puces à l'intérieur de cette voile délicate sont cachées toute la connaissance, la musique et l'amour de l'humanité. Ce petit point de lumière à des trilliards de kilomètres est en réalité le reflet le plus brillant de notre courage. Il est impossible de ne pas ressentir de respect face au courage silencieux que montre ce petit vaisseau. Être aussi petit dans un univers immense et pouvoir tendre la main aussi loin. C'est le côté le plus noble de l'être humain. Ce moment où notre petit messager entrera dans l'atmosphère de Proxima b et enregistrera la première lueur du jour d'un autre monde sera une nouvelle aube pour l'humanité. Cette première lumière sera la preuve que nous n'appartenons pas seulement à ce monde, que nous avons un avenir parmi les étoiles.
Aujourd'hui, nous avons appris que même notre voisin le plus proche pousse notre imagination et notre technologie jusqu'à leurs points ultimes. Nous avons découvert cette proximité excitante qu'offrent Alpha Centauri et Proxima b et ce grand espoir que porte le projet Starshot. Nous avons vu à quel point le premier pas est difficile mais indispensable. Cependant, Alpha Centauri est seulement la première maison dans ce quartier cosmique géant. Alors, quand nous tournons nos yeux plus loin après ce premier pas, vers l'extérieur de notre galaxie, qu'est-ce qui nous attend? Quand nous dépassons le système stellaire le plus proche et que nous nous retrouvons face à une galaxie géante, quelle dimension ce sentiment d'inaccessibilité va-t-il prendre? Peut-être qu'Alpha Centauri n'était qu'un entraînement. Mais pour comprendre cela, nous devons d'abord regarder notre voisin galactique géant. Cette structure monumentale qui court vers nous à une vitesse de centaines de kilomètres par seconde, Andromède. Partie 8. La valse cosmique. As-tu regardé le ciel hier soir? Si tu t'es tenu dans un endroit loin des lumières de la ville, là où l'obscurité règne vraiment, tu as peut-être remarqué une tache délicate et floue dans la profondeur veloutée du ciel. Cette petite tache qui ressemble au premier abord à un léger nuage de brume ou à un grain de poussière sur ta lentille est en réalité l'une des structures les plus majestueuses de l'univers. Un universile géant planant silencieusement au-delà des centaines de milliards d'étoiles de notre galaxie de la Voie lactée. L'objet le plus lointain que l'œil humain peut voir sans l'aide d'un instrument, la galaxie d'Andromède. Et la lumière que tu vois quand tu regardes cette tache floue en ce moment est en réalité partie il y a 2 500 000 ans. C'est-à-dire que quand ces particules de lumière ont quitté Andromède, il n'y avait pas encore d'hommes modernes sur Terre. Nos ancêtres faisaient leurs premiers pas dans les savanes africaines. Cette petite lueur dans le ciel nous murmure non seulement une distance gigantesque, mais aussi une profondeur de temps gigantesque. Regarder là-bas, c'est partir pour un voyage dans le temps de 2 500 000 ans. Alors, cette structure galactique majestueuse, la plus proche du ciel, est-elle aussi lointaine et immobile qu'elle nous le paraît? Ou bien, une puissance gigantesque courant vers nous est-elle cachée derrière son silence? Connue sous le nom de M30E1 dans les catalogues d'astronomie, Andromède est encore plus grande que notre galaxie. Abritant près d'1 trilliard d'étoiles, cette spirale géante est l'un des 2 piliers principaux de notre groupe de galaxies locales avec la Voie lactée. Pendant longtemps, on a cru que cette zone floue dans le ciel n'était qu'un petit nuage de gaz à l'intérieur de notre galaxie. Cependant, dans les années 1920, Edwin Hubble a fait une découverte qui était une révolution pour l'époque. En mesurant les étoiles variables à l'intérieur de cette nébuleuse, il a prouvé qu'Andromède était à l'extérieur de notre galaxie, très, très loin. Hubble était ce héros silencieux qui a élargi les limites de l'univers de milliards d'années-lumière en une nuit. Les 2 500 000 années-lumière entre nous et Andromède sont exactement 600 000 fois plus loin que l'Alpha Centauri dont nous avons parlé dans la partie précédente. Si Alpha Centauri est un quartier voisin, Andromède est un autre continent. Cependant, à l'échelle cosmique, cette distance est suffisante pour que 2 corps célestes géants se ressentent l'un l'autre. Et, à ce point, nous rencontrons un paradoxe qui bouscule tout ce que nous savons sur l'expansion de l'univers. L'univers s'étend peut-être dans toutes les directions, sous l'effet de l'énergie sombre, et les galaxies s'éloignent peut-être les unes des autres à la vitesse de la lumière. Cependant, la gravité impose ses propres règles, même à cette échelle géante. Andromède est la Voie lactée
malgré l'espace en expansion entre elles, sont prisonnières de la force d'attraction l'une de l'autre. Deux géants courant l'un vers l'autre à l'intérieur d'un univers en expansion. C'est une histoire de gravité locale et intime qui se tient contre le flux général de l'univers. Alors, que se passera-t-il quand ces deux structures géantes s'approcheront? La mathématique nous donne la réponse à cette question avec une certitude frissonnante. Quand les scientifiques ont mesuré le décalage vers le bleu dans la lumière d'Andromède, ils ont remarqué qu'elle s'approchait de nous à une vitesse d'environ 110 km par seconde. Tout comme le son de la sirène d'une ambulance devient plus aigu en s'approchant de toi, nous sommes à la fois l'exécutant et l'auditeur de cette symphonie. Imagine, lors de la toute dernière nuit, la plus calme de l'univers, tu regardes le ciel. Les étoiles semblent désormais plus rares, mais plus brillantes. Cette texture monumentale de l'espace-temps est étalée sur toi comme une couverture douce. Ferme les yeux et ressens la paix absolue à l'intérieur de ce grand calme. Tu n'as besoin de rattraper aucun endroit. Tu ne fuis rien. Tu es seulement ici. Tu existes et tu témoignes du plus grand secret de l'univers. Ce remerciement silencieux est le plus haut degré de l'existence. Cet instant est suffisant en lui-même. L'accumulation de 13 milliards 800 millions d'années du passé et la probabilité de trilliards d'années du futur s'unissent dans ton souffle, précisément à cette seconde. Nous nous préparons à ces adieux cosmiques en présentant notre gratitude à l'univers. Mais ce n'est pas un adieu, c'est le scellement de cette amitié antique que nous avons établie avec l'univers. Nous sommes reconnaissants d'exister maintenant, ici et de cette manière. Quand nous regardons le tableau général, de la structure du vide à la colère des magnétars, de la profondeur du temps à la solitude du futur, nous avons parlé de tout. La chose la plus précieuse que nous ayons apprise dans ce voyage, plutôt que la connaissance elle-même, est ce sentiment de respect que la connaissance éveille. Ce que nous savons est un grain de sable. Ce que nous ignorons est cet océan gigantesque. Et le fait que ce mystère soit préservé gardera notre curiosité toujours vivante. Alors que notre aventure de 10 parties arrive à sa fin ici, que ces points d'interrogation ouverts restant dans ton esprit soient le commencement de ton propre voyage de découverte. Et peut-être le dernier mot, nous avons découvert ensemble la puissance sauvage des magnétars et le silence profond des vides immenses. Mais je ne vous ai pas dit une chose, tout ce que nous voyons n'est en réalité qu'une très mince couche de glace sur un océan gigantesque. Le véritable maître de l'univers est invisible, intouchable et totalement inconnu. Cette masse géante qui maintient les galaxies ensemble comme un fantôme. Dans le prochain voyage, nous descendons vers le mystère de la matière noire, vers ce royaume invisible. Es-tu prêt